Bonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Chaplin de Richard Attenborough. On espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans le monde d'après et dans le monde d'après, il n'y a hélas que 3 personnes en plateau. Donc le format de l'émission est un peu bousculé, mais j'ai aucun doute qu'on va quand même apprendre plein de trucs, surtout sur Chaplin. Spécialement parce que nos spectateurs cinéphiles sont très exigeants concernant ce monument du cinéma. Donc d'ailleurs, on me souffle dans l'oreillette qu'Antoine veut nous dire un petit mot. Salut les loustiques, on a un très gros dossier sur les mains et je veux mes 4 meilleurs éléments sur le coup. Chaplin, je veux tout savoir sur lui. Cette semaine, vous n'êtes pas des petits chroniqueurs pour une chaîne du câble. Cette semaine, je veux les 4 meilleurs plus grands journalistes d'investigation de tous les temps. Ok ? Je veux que vous retourniez tous les lièvres, tout Paris, toutes les pierres, il me faut tout sur ce type. Sylvain, mon café, bordel! Je veux le café le plus noir jamais fait. Je veux que Dieu lui-même se perde dans la noirceur de ce café. Je veux que t'ailles mieux chercher les arabicas les plus purs, les plus intenses et les plus puissants du Guatemala. Quoi? Oui, mais sinon tu vas au 4e, il y a une machine à café. À nous, qu'est-ce que je disais? Chaplin, c'est qui ce type? Pourquoi il a fait autant de films? Pourquoi on parle autant de lui? Pourquoi il n'y a pas la couleur dans les films? Pourquoi il n'y a pas le son? Il y a un business derrière tout ça? Hein? Combien ça lui rapporte? Ça rapporte à qui? C'est qui tire les ficelles? Combien d'enfants? Combien de chats? De chiens? Combien il a eu de femmes? Et elles avaient quel âge, putain, ces femmes? Bon, vous m'avez compris, vous avez du pain sur la planche, le Pulitzer, il va pas se rapporter tout seul. Alors au boulot, les gars. Merci Antoine. Un peu de pression quand même pour cet épisode. Oui, bon. Il est temps d'en apprendre un petit peu plus comme Antoine le souhaite, puisque c'est Antoine qui décide apparemment. Sarah, c'était ton choix. Est-ce que tu es convaincue par ce film? Alors, moitié-moitié. Alors, j'ai bien aimé la prestation de Robert Downey Jr., que j'aime bien. Je trouve que c'est généralement un bon acteur et je trouve qu'il campe très bien Chaplin, qu'il y a vraiment la ressemblance est assez frappante. Après, sur le biopic lui-même, j'étais un peu déçue. Je trouve ça un peu plat, un peu sage, un peu classique et un peu long. Je me suis un peu ennuyée, voilà. Eh oui. Malheureusement. Eh oui. Ben, bonsoir Mickaël alors. Bonsoir Julie. Une scène marquante peut-être de Chaplin. Ouais, une scène marquante, je sais pas, comme tout le monde, c'est quand Mila Jovovich, elle enlève son truc. Ah putain. Alors Mickaël, je te rappelle que c'est moi qui présente cette émission. Donc, non, c'est pas du tout cette scène que j'ai choisie. Bah non, je sais. C'est quand il va à l'hôtel parce qu'il a peur qu'on saisisse ses films. Et en fait, au moment où il part de l'hôtel avec ses films, quand la police arrive, en fait, il y a une référence au cinéma de Chaplin, où d'un seul coup, ça va très vite, et puis il y a de la musique. Subtil effet de mise en scène. Subtil effet de mise en scène. Il veut ressembler à un film de Chaplin, mais pas de bol, ça ressemble à du Benny Hill. Mais c'est peut-être à cause de la musique derrière. Exactement. Franchement, tu prends la séquence, tu mets la musique de Benny Hill derrière. En plus, à un moment donné, il y a Chaplin qui se retrouve, le flic lui prend sa jupe, il est déguisé en femme, il se retrouve en slip, quoi. Donc c'est du pur Benny Hill. Toi, t'aimes bien quand les personnages se retrouvent en slip dans les films. Je me Moi-même, souviens dans la saison 1 de Un film, un after, t'avais déjà bien aimé. C'est vrai. Les téléspectateurs déjà le savent pas, mais je suis en slip sous cette table. Ah, toujours. Ah bah oui. Greg, une scène marquante peut-être. Ou juste une interprétation d'un film muet à travers la boîte, le duplex. Ah oui, je fais la boîte, pardon, j'ai confondu, c'est le mime Marceau ça. Non, moi j'aime bien quand on voit arriver Chaplin aux USA. Simplement parce qu'il y a David Duchovny derrière la caméra et je me suis vraiment cru dans X-Files et je croyais que Mulder voyait le fantôme de Chaplin et qu'il allait enquêter dessus et que Scully allait se pointer. En fait, pas du tout. Mais c'est ça la scène qui m'a marqué, moi. Une imagination débordante de ce chroniqueur. Hein. On le remercie, on le salue de la boîte. Salut de la boîte. Bonjour, Greg, il est si mignon. Sarah, une petite scène peut-être. Oui, moi j'ai bien aimé la scène d'introduction en fait. Elle est en noir et blanc, la scène d'introduction au départ. Et donc c'est Chaplin qui est en train de se démaquiller. Et puis au fur et à mesure qu'il se démaquille et qu'il devient qui il est quand il n'est pas Charlot, quand il devient lui-même, on passe à la couleur. Et j'ai trouvé ça assez beau. Poétique, voilà. Poétique tout dire. simplement. Et alors, l'effet de mise en scène. Exactement. Oui. Alors moi aussi, je choisis ma scène, hein, j'ai le droit, puisque c'est le nouveau monde. Le monde de demain, celui où il y a des présentatrices qui présentent un film, un after. Alors là, moi, c'est la scène du train. Moi, je vous avoue, c'est encore une scène dans l'émotion. C'est quand il est dans le train et qu'il fait face à son vieux boss, entre guillemets, et que son vieux boss lui apprend cette tragique nouvelle, comme quoi son premier amour est décédé en fait 2 ans auparavant et personne ne lui a dit. Et il y a vraiment ce moment où il encaisse la nouvelle, où il sort du wagon, et il est extrêmement triste. Et il y a une foule entière qui l'attend à l'extérieur. Et il dit, il va falloir sourire parce que c'est ça son métier, c'est l'entertainment. Et nous, on connaît ça. Et nous, on connaît. Et on a beau puis... vivre les pires choses, on est obligé de sourire. On est obligé de donner la chance. Là, par exemple, après le tournage, on va être crevé, mais il y a une foule de fans qui va nous attendre à la sortie. Il va falloir qu'on signe des autographes. Mais c'est toujours comme ça dans les locaux de la Paramount. Alors,
moi, j'aimerais vous demander, peut-être toi, Sarah, qu'est-ce que t'évoques Chaplin en général ? Globalement, je pense que quand on parle de Chaplin, on pense à quelqu'un, à une forme de génie quand même. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment eu une ascension absolument fulgurante. Et moi, enfin, je ne savais pas à quel point elle était fulgurante, puisque quand même, c'est à 28 ans qu'il aura déjà fait 60 courts-métrages et qui sera connu en fait dans le monde entier et qui va même gagner son indépendance financière, créer ses propres studios. Donc à moins de 30 ans, c'est quand même assez impressionnant. Oui, parce que moi j'ai plus de 30 ans et j'ai pas d'indépendance financière. Et c'est un peu le Méliès local, quoi. Enfin, on va dire, il a le fait qu'il construise vraiment ses studios et qu'il s'auto-finance et qu'il s'auto-gère, c'est hyper important. Il va même aller jusqu'à distribuer lui-même, faire lui-même la promotion de ses films. Enfin, vraiment, il va vouloir être totalement indépendant. Et d'ailleurs, en fait, vas-y. On n'a pas l'impression aujourd'hui, mais avant même qu'il sorte le Kid, il est déjà ultra célèbre en fait. Et alors qu'on a on a l'impression qu'il commence, que c'est le Kid en fait qui l'a un petit peu, qui l'a lancé. Il est célèbre pour un personnage en particulier. Quel personnage, Greg ? Eh ben c'est Charlot. Alors Charlot, c'est en français évidemment. En anglais, c'est plutôt. Enfin, il n'a pas de nom, mais on l'appelle le Trump. Ne pas confondre avec Trump. Ne pas confondre avec Donald Trump. Ça veut dire vagabond. Donc voilà. Et au début, il le fait. C'est un personnage. Au début, il fait l'ivrogne. Alors moi, j'ai fait des recherches aussi. Visiblement, c'est pas lui qui a inventé l'ivrognerie. On a des traces d'ivrognerie déjà en Mésopotamie il y a 6000 ans. Donc peut-être que c'est pas vraiment lui qui a inventé ce personnage. Je ne sais pas. Mais... À vérifier. Oui, parce que à préciser qu'avant de faire du cinéma, en fait, il faisait du musical. Et en fait, je trouve ça plutôt malin, même aujourd'hui, ça pourrait marcher. En fait, il faisait le rôle d'un ivrogne, on le voit dans le film, qui est au milieu des spectateurs. Et c'est comme ça qu'il s'est fait repérer. Et la scène est plutôt bien faite d'ailleurs dans le film. Enfin, t'es assez convaincu par le fait qu'il impressionne toute cette salle parce que Robert Downey Jr. a vraiment une superbe interprétation aussi. Il a peut-être de l'expérience. C'est vrai que lui, Chaplin va s'inspirer un peu de ses origines pour créer Charlot parce que il est né à Londres, il a été très pauvre, il a vécu un peu dans la rue et donc il va créer cette sorte de personnage de vagabond qui va apparaître pour la première fois. Il apparaît en fait comme juste un figurant, mais en fait il va tellement crever l'écran que derrière on va lui proposer d'être le personnage principal de court-métrage. Pour la petite anecdote, le premier court-métrage où il apparaît, je l'ai vu en fait, c'est assez drôle. En fait, il fait le rôle, ça se passe pendant une course automobile. Une vraie course automobile d'enfants. Qui est filmée en fait, et il veut absolument apparaître à l'écran. Donc en fait, il se déplace avec la caméra pour que la caméra la filme. Et c'est comme nous, on rêve tous de paillettes, mais regardez, on fait de la télé maintenant. Oui. Mais je pense qu'il y a un truc qui marche, c'est qu'il n'y a pas que le ressort comédie, il y a quelque chose qui s'insère déjà, c'est le côté émotion aussi. Ouais. Il a un côté très Pierrot, assez poétique, qui va toucher les gens aussi. Enfin, c'est pas juste de la comédie pure, il y a aussi un truc un peu émouvant, quoi. Enfin... Exactement, et ça va vraiment être un peu un anti-héros. Tu sais, on est dans une Amérique, on te dit si tu veux réussir, tu peux réussir, self-made man, etc., tu peux tout avoir. Et lui, il va être vraiment, il est pauvre, il galère en amour, il est pas très bien habillé, etc. C'est un vrai anti-héros, mais qui va être extrêmement touchant et extrêmement, c'est ce que tu dis, poétique. C'est très beau, je trouve, de ces films. On parlait de l'indépendance financière, mais l'indépendance financière, elle est importante. Pourquoi, Greg ? Parce qu'à un moment, quand on veut faire des films, il y a quelque chose qu'on veut peut-être critiquer, avoir des messages. Ouais. Alors oui, évidemment que Chaplin, lui, va tout faire tout seul. C'est-à-dire qu'il va créer ses studios, il va avoir un œil sur tout et il va vraiment... Tout superviser, ce qui va lui permettre, évidemment, de critiquer la société américaine. Il faut savoir qu'il est britannique, il n'est pas américain. Il ne va jamais demander la nationalité. Et pourtant, il va vivre aussi toute cette immigration de l'anglais qui arrive aux États-Unis. Et c'est pour ça que dans ces films, on aura souvent l'agent d'immigration qui sera critiqué. Il va critiquer toute la société américaine. Et puis, forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais il va critiquer... Et il va avoir une indépendance complète financière et artistique. Donc il pourra faire ce qu'il veut. Et ça, on le voit dans le film. On le voit à travers les dialogues qu'il a avec son frère, à travers ses choix de film, à chaque fois, ses choix artistiques. Et on le voit aussi à travers les réactions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, peut-être, Michael, sur les réactions aussi des gens qui veulent le... Revenir un peu sur le génie Chaplin, justement, son indépendance artistique. Pas du tout répondre à ma question. Non, mais j'aurais dû demander à ça en même temps. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça recoupe l'indépendance financière et artistique, en fait. C'est-à-dire que le mec... j'allais dire, Johan Cruyff a inventé le football total. Lui, il a inventé l'art total. C'est-à-dire qu'il fait tout. Il fait ses musiques, il écrit, il joue, il monte, il fait tout. En plus, il y a une émotion extraordinaire qui ressort de ses films.
Et en plus, il y a en plus une dimension sociale et politique, effectivement, qui sont permis par son indépendance financière. Oui. Et pour répondre à ta question, Ah, Julie, ça, parce que moi je suis très sage et consciencieuse. Sarah sera beaucoup mieux payée que Mickaël à la fin de cette émission, je tiens à vous Non, le dire. c'est que vraiment, il va avoir une partie de l'élite américaine contre lui, notamment le FBI, et notamment, on le voit dans le film, le patron du FBI, Hoover, qui va être le patron du FBI, je crois, pendant 50 ans, un truc comme ça, qui va vraiment le voir comme un danger, parce qu'il va critiquer la société de consommation, la société industrielle, il va y avoir une critique de l'autorité en tant que telle, de la police, des agents d'immigration, comme l'a dit Greg, et donc ça va faire un peu peur, et alors... on va avoir tout un dossier contre lui. C'est un étranger qui n'a jamais demandé la nationalité. C'est un communiste. Oui, c'est ça, en fait, surtout, après la guerre, on va avoir donc fin des années 40, début des années 50, le début de la chasse aux sorcières, du macartisme. Et puis, on va aussi l'attaquer sur quelque chose, ce qui est un peu plus compréhensible, c'est sur ses mœurs un peu limites. Chaplin épouse quand même deux femmes de 16 ans qu'il a mis enceinte. C'est pas terrible. Ça, pour le FBI, c'est un prétexte, en fait. Parce que le pire des mots pour le FBI, c'est pas à la rigueur du coucher avec des mineurs, c'est d'être communiste, quoi. C'est vraiment à l'époque, le mal absolu. À l'époque, on n'avait pas forcément les mêmes grilles. Voilà. Malheureusement. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est quand même bien montré dans le film que, il y a quand même des nanas qui lui disent, je crois que je suis un peu trop vieille pour vous. C'est pas mis sous le tapis. Non, c'est pas dénoncé en grande pompe non plus. Le film est à la gloire quand même de Chaplin, globalement, c'est vrai. C'est clair. Oui. Mais en tout cas, ce n'est pas tu. Ce n'est pas tu. Oui. Pas complètement. Peut-être que vous pouvez me parler de Charlie Chaplin plutôt dans un côté cinématographique. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faisait exactement? Tu nous as dit qu'il faisait tout, mais concrètement, qu'est-ce qui... C'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on le connaît, on va apprendre à le connaître grâce à Charlot et les courts-métrages, mais assez vite, donc, il va faire des longs-métrages. Le premier, c'est The Kid, en 1921. C'est pas un long-métrage, il dure moins de 60 minutes. Hein, mais... C'est vrai qu'il dure 55 minutes, mais c'est plus Monsieur long est tatillon, hein. C'est un moyen-métrage, alors, pardon. Moyen-métrage. Je n'ai plus un cours, avec Jackie Coogan qui joue le rôle du petit garçon, et ça va être le deuxième plus grand succès commercial de l'année. C'est vraiment un énorme succès. Petit garçon bouleversant. Alors, mais c'est incroyable. Deuxième plus grand succès commercial, derrière quel film? Eh ben, je sais pas. Eh ben, j'ai cherché. Derrière les 4 j'ai cavaliers pas de l'Apocalypse de Rex Ingram. Ouais, c'est bien, t'essaies de te rattraper, Mickaël, mais ça sera quand même beaucoup mieux payé que toi, je vais te le dire. Yes. On va rééquilibrer tout ça, hein, l'égalité homme-femme. Allez. Peut-être d'autres films qui vous ont marqué, Greg? Oui, alors c'est vrai, quand on pense à Chaplin, on pense très vite au temps moderne. Et puis c'est vrai qu'après, dans les années 20, le cinéma parlant va arriver et on va vite se demander ce que Charlot va pouvoir devenir si jamais il parle. Et il se trouve qu'il ne parlera jamais, sauf une seule fois, où il chantera, je crois, c'est ça? Ouais. À la fin des temps modernes. Et ça sera justement à la fin des temps modernes, et ça sera son premier et son dernier mot. Quand le parlant va arriver chez Charlot, ça sera la fin. Donc ça, c'est assez frappant parce qu'il a fait tout le cinéma muet, quoi. Donc c'est touchant. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il va sortir en 1931 Les Lumières de la ville, qui va être muet. Alors que le parlant envahit les salles de cinéma, et ça va quand même être un énorme succès. C'est le troisième, j'ai pas les deux premiers, peut-être que Alors moi j'ai cherché et j'ai trouvé que c'était le premier dans le box-office, donc avec 2 millions d'entrées, mais à vérifier. Il gagne sa popularité même s'il prend pas encore le tournant du parlant. Non. Et d'ailleurs les temps modernes, il me semble que il devait être parlant à la base, mais il ne l'a pas été finalement. Oui, il est en fait parlant parce qu'il y a le patron qui à un moment prend la parole, mais le personnage de Charlot ne parle pas. Exactement. Il y a une scène, je reviens sur une scène dans le film que moi j'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas forcément fan du film, on en parlera sur la notation, mais qui est très très bien. C'est la scène où on voit un peu le making-of de La Rue vers l'Or. On voit un petit peu les procédés avec la maison. Je trouve ça hyper bien fait pour le coup dans le film. Mais les reconstitutions du film sont plutôt réussies. Ouais. Hein, moi je trouve, et même effectivement tu parlais de Robert Downey Jr. dans son jeu. Outre le fait qu'il ressemble un peu à Guy Bedos, c'est que c'est gênant, je trouve qu'il est quand même très convaincant. Non, il a une vulnérabilité qui vient Ouais. peut-être aussi de ce qu'il vit à ce moment-là dans sa vie de comédien. Je vous laisse chercher si vous êtes curieux. Mais en tout cas, ça fonctionne, quoi. Il y a un truc qui est très efficace. Il est très bon. Je trouve qu'il manque un peu de sourire. Chaplin, tu vois, on l'imagine comme un personnage sympa. Et je trouve qu'il manque un peu de sourire. Mais après, dans sa prestation, Robert Downey Jr. est très très bon. Enfin, pour le coup, je trouve que c'est... Je pense que c'était quelqu'un d'un peu carré, Charlie Chaplin, pour faire ce qu'il a fait. Et à mon avis, ça fait partie de ces gens qui avaient un caractère fort de café, comme on dit. Hein.
Et oui, et donc il va passer au parlant avec le dictateur en 1940. Et là aussi, il y a un côté génial. Il commence à le tourner en 38 ou 39, je ne sais plus, où il y a encore des gens aux États-Unis qui se disent que Hitler, c'est pas si mal pour lutter contre le communisme, etc. Donc il a un vrai côté avant-gardiste en faisant le dictateur et en dénonçant ce qui est en train de se passer en Europe. Et très jolie. On n'est pas dans la démagogie, puisque les États-Unis ne sont pas encore en guerre, ils ne veulent pas rentrer en guerre. Mais très jolie scène pendant cette soirée un peu guindée dans laquelle un partisan, un ami d'Adolf Hitler prend la parole et commence à être vraiment très très dur. Et lui ne se démonte pas devant vraiment toute l'Assemblée. Il défend, il part bras dessus bras dessous avec son ami. Il est accusé par les pires mots des deux côtés, c'est-à-dire qu'il est accusé d'être communiste par les Américains et d'être juif par les Allemands. Alors qu'il n'est ni l'un ni l'autre en fait. Ouais, c'est vrai. Alors peut-être qu'on... oui, Greg. Non, moi, il y a une scène qui m'a marqué aussi, c'est justement à la fin. En fait, quand on voit la remise d'Oscar en 72 de Chaplin, on peut très facilement retrouver ces images. Et si pour certaines personnes, Chaplin, ça paraît un peu vieillot, quand on voit Chaplin en 72 qui se fait remettre l'Oscar, parce qu'on voit les vraies images, et ben c'est vachement touchant et ça lui remet un coup de modernité et qui le rend beaucoup plus proche de nous. Et je trouve que c'est très intéressant de regarder ces images. Je recommande. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais Chaplin, donc, en 52, va décider de partir faire une tournée, un voyage en Europe. Et en fait, à ce moment-là, Hoover va faire en sorte que son visa ne soit pas renouvelé automatiquement et en fait va le contraindre à l'exil et il va s'exiler en Suisse et il ne reviendra que 20 ans plus tard aux États-Unis. Pour revenir compliqué quand tu te fais mettre dehors d'un pays où tu as tout construit, où tu as participé aussi à l'économie du cinéma. Je pense que... Pour revenir à ce que disait Greg, personnellement, je trouve que la dernière scène en fait, qui clôture le film, où justement il se fait remettre un Oscar, on voit les images de ses films, et lui qui se rend compte que oh, putain, en fait, son cinéma marche encore, je la trouve hyper émouvante. Moi aussi. Et je la trouve hyper bien faite. Alors, et hyper actuelle, puisque même si ça se passe en 1972, quand je vous invite à revoir des Chaplin, je pense que vous l'avez fait pour préparer l'émission, je le sais, vous me l'avez dit, mais je vous invite à revoir des Chaplin et à montrer des Chaplin à des enfants. Ouais. C'est 100% d'efficacité, quoi. Ah oui, ça marche à tous les coups, quoi. C'est clair. Alors, et d'ailleurs, il y a un Chaplin que j'ai revu, que je connaissais très peu, en fait, que j'ai revu pour l'émission, qui est Le Cirque, qui est pourtant un échec commercial et qui est hyper drôle. Je vous invite à le revoir. Très bien. Est-ce qu'on peut peut-être parler du réalisateur Richard Attenborough? On le connaît, pourquoi on le connaît, Sarah? On le connaît parce que c'est Papy Zinzin dans Jurassic Park. Papy c'est Zinzin. L'acteur. Mais bon. Bonjour, John. Non, Bonjour, John. C'est aussi un réalisateur et qui a notamment réalisé Gandhi, qui a eu l'Oscar. Il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur en 83 pour Gandhi. Donc et ça le connaît, le biopic. Ça le connaît. Ça le connaît. Et en parlant de biopic, d'ailleurs... Oui, Greg. À ce qui paraît, il a dépensé sans compter pour le biopic de Gandhi. Hein. Il a mis vraiment beaucoup d'argent. Oui. Ah bah bravo, bravo. Peut-être que vous pouvez nous donner des petits conseils biopics, Sarah. Alors moi, j'en ai deux. Le premier, c'est J. Edgar de Clint Eastwood. Alors, je suis pas une grande fan de Clint Eastwood. Jedgar. Je suis pas une grande fan en vrai de Clint Eastwood, mais celui-là, je le trouve très intéressant parce que justement, il raconte l'histoire de Hoover, qui a été patron du FBI pendant 50 ans avec Leonardo DiCaprio. Et je trouve ça très intéressant sur l'histoire des États-Unis. Et un autre. Est-ce qu'on le voit virer de Chaplin, du coup? Oui. Non, franchement, je me rappelle pas, mais je suis pas sûre. Et l'autre que j'adore, c'est Walk the Line de James Mangold, qui est un film que j'adore sur Johnny Cash. Et que, voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, tiens. Je valide, Sarah sera vraiment beaucoup mieux payée que vous, parce que j'adore James Mangold aussi. Donc, Greg? Ouais, moi, globalement, j'aime bien les biopics, en fait. J'aime bien les biopics musicaux aussi. Je crois que le premier que j'avais vu, c'était le film des Doors avec Val Kilmer, il me semble. Oui. Après, j'aime bien aussi Straight Outta Compton, qui retrace l'histoire de NWA, le groupe de rap. Ray Charles aussi. Tous les biopics musicaux sont cool, je trouve. Ça n'a rien à voir avec le thème de cette émission, mais j'en parle quand même. Rocketman aussi, non, Greg? Rocketman aussi. Faut faire attention quand même, parce que des fois, il y a des trucs qui sont très romancés, donc ça peut te pousser à aller chercher, à aller démêler le vrai du faux toi-même en faisant tes recherches. Et c'est ça qui est bien dans le biopic, je trouve. Mickaël? Alors moi, à l'inverse de Greg, je déteste les biopics. Je m'ennuie terriblement quand je vois des biopics. Donc, alors évidemment, il y a quelques exceptions. Je vais piocher dans les classiques, Raging Bull de Scorsese. Mais il y a aussi un qui est plutôt intéressant à voir, que je trouve pour le coup, parce qu'il y a un parti pris très particulier, qui est Last Days de Gus Van Sant, qui est inspiré des derniers jours de Kurt Cobain. Je croyais que c'était Pouic Pouic. Et le biopic de Josiane Balasco, tu l'as vu ou pas, Mickaël? Le biopic de Balasco. Génial. Moi aussi, je vais vous conseiller un petit biopic que j'adore.
j'adore. C'est le biopic d'Andy Kaufman qui s'appelle Man on the Moon, réalisé par Milos Forman. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre du cinéma. C'est formidable. Voilà, c'est aussi un parti pris de réalisation. C'est aussi, il y a Jim Carrey dedans, donc autant vous dire que vous ne perdrez pas votre temps. C'est le moment de mettre un avis chiffré sur ce film à vos petites fiches. La partie notation, The Notation Party. Alors, je vous rappelle que nous allons mettre une petite note entre 0 et 5. Les décimales ne sont bien sûr pas acceptées. Sarah. Alors, moi, j'ai mis 2. Ah, 2. Voilà, Mais oui. j'ai été un peu déçue. Je suis très contente d'avoir, honnêtement, découvert plein de choses sur Chaplin. Mais je trouve que le film en lui-même s'oublie assez vite, malheureusement. Ouais. Bon, Voilà. écoute, il faut bien. 2. Greg. J'ai mis 2 aussi, parce que je trouve que même si le film a le mérite de faire connaître Chaplin à ceux qui le connaissent pas bien, eh ben, c'est quand même un petit peu long, quoi. Donc je suis un peu déçu aussi. Je comprends. Michael. Alors moi, très original, je vais mettre 2. Ah, mais alors c'est dingue. Ça va être formidable. Julie met 2, comme ça, c'est facile pour faire la moyenne. Conseil. Non, je suis assez d'accord avec Sarah, je trouve que ça manque un peu de goût, un peu de saveur, c'est un peu plat. Et il y a des choix que je trouve très moyens, genre le fil conducteur du biographe et de Chaplin qui raconte son histoire. Moi, c'est un peu pompant. Ouais. C'est extrêmement classique, C'est très lourd. linéaire, et bien Ouais. que le biographe soit joué par Anthony Hopkins, c'est quand même un peu poussif. Oui. Après, 2 points, juste 2 points pour Robert Downey Jr. que je trouve très bon, et 1 point pour la dernière séquence que je trouve hyper émouvante. Bah ça fait 3. Non, ça fait 2. Ça fait que 2. Ah, 1 point pour Robert Pour Downey Downey Jr. Jr. D'accord, Un ok. point. Ah, très bien. Et ben moi, écoutez, non, mais je suis quand même mieux payée que vous, donc il faut bien que je justifie mon salaire. Je vais mettre 3. Je voulais mettre 2, parce qu'effectivement, je trouve que c'est un peu poussif, un peu trop classique, et qu'on met certaines choses un peu sous le tapis, rapidement. Bon, voilà. C'est quand même un génie du cinéma, donc je mets 3. Et je décide donc que ça fait 2,3, on va dire, Ouais. quelque chose comme ça. Mais qu'en disent les villes personnes de l'Internet? On va oui. demander à Greg dans sa boîte. Peut-être qu'il va nous les mimer, les commentaires, cette fois. Non, il se trouve que les personnes ne sont pas viles sur Internet parce qu'elles ont mis une moyenne de 4, ce qui est beaucoup, je trouve. Oui, Alors, c'est énorme. Moi, j'ai évidemment commencé par un 0 étoile au niveau des commentaires. On a Monsieur Vénère d'abord qui dit « Franchement, mis à part la prestation très convaincante de Robert Downey Jr. en Chaplin, ce film n'a aucun intérêt. » D'ailleurs, c'est peut-être toi, Mickaël, en fait. C'est tellement classique dans sa mise en forme que ça en passe pour de la fainéantise. Si vous aimez Charlot, mieux vaut revoir n'importe lequel de ses films plutôt que de s'attarder sur celui-ci. Un petit peu dur. Et toc. Ah ouais, toc. Et ensuite, on a un 4 étoiles. 4 étoiles, retenez bien 4 étoiles. Et la personne dit « Je mets le maximum pour ce film ». Bon, j'avais pas vu qu'il y avait 5 étoiles. J'avais même décidé de rater la fête de la musique pour pouvoir voir le film sur Canal Jimmy. Et je ne regrette vraiment pas. Robert Downey est majestueux, tellement que sur certains plans, on a vraiment l'impression de le confondre avec le vrai Chaplin. Incroyable. Et ensuite, on a en dernier... un bon 5 étoiles, on a Michel Miniphrase, c'est comme ça que je l'ai intitulé, voilà, qui dit « J'ai trouvé les films trop courts, car cet homme hors du commun, qui est au cinéma ce que le roi Pelé est au football, ne peut se résumer en 2h20 minutes. Mais on se régale de son génie. Et ce film hommage est une récompense archi-méritée. Pour ce grand maître du 7e art. » Voilà, 5 étoiles. Merci beaucoup, Greg. Voilà qui met fin à cette émission et à cet excellent moment passé en votre compagnie. J'ai vraiment pas envie de vous voir partir. Avant de se quitter, je crois qu'Antoine avait envie de nous dire quelques mots. Entendu. Bien, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le Président. Au revoir. Les gars, je viens d'avoir le Président au téléphone. Vous avez fait du beau boulot de journaliste. Il semblerait que votre papier dérange jusque dans les plus hautes sphères. Je peux pas sortir votre requête. Pas comme ça. Pas maintenant. C'est une bombe que la direction de la chaîne n'a pas les épaules de manipuler. Ça peut nous exploser en pleine gueule. Donc à la place, je veux que vous me fassiez un marronnier sur la rentrée des classes et un top 10 des régions de France. Allez, c'est aussi ça être journaliste. Vous pouvez être fiers de vous. Courage. Ah, merci Antoine, qui nous aura manqué. Hein. Et alors, pour répondre à nos 3 questions,
Robert Downey Jr. campe-t-il un Charlie Chaplin à la hauteur? Bien sûr, il est formidable, c'est quand même Iron Man. Attenborough a-t-il dépensé sans compter pour réaliser son film? Oui, et c'est quand même vachement moins dangereux que de cloner des dinosaures. Et sera-t-il possible de trouver où est Charlie? Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, il est au cimetière de Corsier-sur-Vevey, mais qu'il n'est pas super en forme. Voilà. Allez, merci à tous autour de cette table, dans la box, à l'autre bout du fil, à l'autre bout de l'écran. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre émission et un autre fil. À ciao, bonsoir.